Plaisir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, mon complice François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble on parle... Alors on va parler de la consommation et puis après on répondra à la question de l'internaute qui se demande ce que sont les Shadow Comex. Les Shadow Comex. Shadow, je vois, Comex, vous m'expliquerez. Notre reportage innovation nous conduira sur le chantier du futur centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Air, ouverture prévue en octobre. À cheval sur Mélan et Montbonneau, la zone d'activité Innovalet fête les 10 ans du Tarmac, son incubateur. Il a déjà mis en orbite une centaine de jeunes pousses, soit près d'1 millier d'emplois créés. Enfin, focus sur HRS, concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène. Ce leader européen désormais installé dans une vaste unité de production à Champagné espère bien s'imposer comme un acteur incontournable dans la course aux mobilités décarbonées. Dans un contexte d'inflation persistante, chacun re-questionne ses dépenses et doit faire des choix. Comment les Français ont-ils consommé en 2023 ? Dans une ambiance morose, il semblerait que nous ayons optimisé nos budgets pour ne pas avoir à sacrifier les achats plaisir. On fait le point avec vous, François, sur cette consommation en 2023. D'abord, un petit mot sur la conjoncture. Oui, alors la conjoncture, on la connaît. Hein, le PIB, donc la richesse créée finalement dans le pays a progressé de 0,9. Alors, plus 0,9, hein, donc c'est déjà, il y avait eu quelques inquiétudes de savoir si est-ce qu'on était en récession ou pas. Récession, c'est quand on a plusieurs trimestres d'affilée qui sont négatifs. Là, on est en positif, donc c'est... Je ne sais pas si c'est bien, 0,9, c'est un peu juste hein, quand même. Mais en tout cas, on est en positif. On avait fait 2,5 en 2022. Mais attention, quand on parle de croissance, on parle de comparaison par rapport à l'année précédente. Et donc, dans les années 21-22, il y a des bons taux parce qu'on sort de la période Covid. Donc, on a un effet de base, on était bas et on remonte, on redémarre. Donc, ça crée forcément un effet de base positif et une croissance positive. Néanmoins, on est quand même dans un contexte d'inflation qui a beaucoup joué. On en a beaucoup parlé. Là aussi, l'inflation a baissé. On est revenu à 4,9 en année pleine et on est en train encore de baisser. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Quand on dit que l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Oui. C'est-à-dire qu'ils augmentent moins vite. Mais ils continuent encore à augmenter. Donc là aussi, il y a un petit peu de vocabulaire et de précision à faire. Ça s'est retrouvé notamment sur l'énergie, qui avait été le grand sujet de 2022, un plus 23%. Alors ça fait le lien directement avec le sujet hydrogène qu'on verra tout à l'heure. L'énergie prend encore en moyenne 6% en 2023, surtout sur le début d'année. Donc ça va mieux sur cette fin d'année. Mais ça, c'est des dépenses... quasi subi, obligatoire. Alors chacun va essayer de faire des efforts sur sa consommation, d'isoler son logement, etc. Mais enfin, à un moment donné, il faut mettre de l'essence dans sa voiture, il faut chauffer son appartement ou sa maison. Donc c'est des dépenses subies qui font que les autres dépenses, quelquefois, doivent être un petit peu arbitrées. Un point qui est socialement un petit peu assez préoccupant, je trouve, moi, c'est que la consommation de produits alimentaires, elle a baissé de 4,7% en 2023. Ça veut dire... En gros, qu'en moyenne, et évidemment les cas individuels sont tous très différents, mais qu'un certain nombre de Français ont été obligés de renoncer en partie à leur budget d'alimentation pour faire face à leurs dépenses subies. Donc voilà. Donc une année un peu contrastée, une inflation qui ralentit mais qui reste présente, des prix d'énergie qui ralentissent, et d'ailleurs si l'inflation ralentit, c'est essentiellement à cause de l'énergie. Mais par contre, des prix alimentaires qui continuent à monter, eux, plus 11%, et une part de l'alimentaire dans le budget des ménages qui diminue et qui est pas forcément un choix. Alors précisément, vous le disiez, les consommateurs multiplient les stratégies pour préserver leur pouvoir d'achat. Quelles sont les nouvelles tendances de consommation qui vont dans ce sens ? Alors on les suit. Alors ces tendances de consommation, au niveau notamment du groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, on les suit
par les dépenses notamment des cartes bleues, puisqu'on est vu notre masse de clients des très gros opérateurs de cartes bleues. Et les cartes bleues ont l'avantage, c'est qu'on sait chez quel commerçant ça a été fait. Alors quand c'est des dépenses en espèces ou en chèques, c'est beaucoup plus difficile. Donc on a une base qui est assez stable. Ce qu'on voit, c'est des changements de consommation avec le premier sujet, c'est le boom du discount dans tous les domaines d'activité et dans un public de plus en plus large. Les débuts du discount ou du hard discount, c'était plutôt ciblé sur des populations les plus populaires et les plus modestes. Maintenant, c'est devenu presque un mode de vie. Donc on voit que le discount se développe aussi beaucoup chez les habitants des centres-villes, chez les cadres qui se disent finalement, si je peux avoir un produit de bonne qualité à moindre prix, ce serait un peu dommage de s'en priver. Donc on a des dépenses, notamment chez les cadres supérieurs, qui ont augmenté de plus de 30% sur les marchés du discount. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il n'y a plus ce côté un peu, passez-moi l'expression, mais j'ai un peu honte d'aller au discount. Voilà, c'est plus, je fais attention à mon budget et c'est normal. Le second sujet, alors, j'aimerais croire qu'il est lié à un sujet écologique, mais je pense sincèrement que le moteur est essentiellement économique, c'est la seconde main. La seconde main a énormément progressé. Je regarde mes chiffres, pas me tromper, plus 33% en 2023. Là aussi, avec des populations nouvelles, il y avait traditionnellement plutôt des jeunes, voilà, et maintenant on retrouve aussi beaucoup de seniors qui font de la seconde main, mais pas que, dans tous les domaines d'activité. La seconde main et puis les biens d'occasion, qui sont un peu la même chose. Seconde main, on en parle plutôt pour les vêtements, biens d'occasion, c'est pour l'équipement de la maison, etc. Donc ça, c'est des marchés qui ont cru pour toutes les classes d'âge. Les biens d'occasion, c'est plus 24% aussi chez les plus de 55 ans. Donc c'est aussi des modes de consommation, alors qui ont une vertu écologique, tant mieux, mais qui ont aussi une vertu économique. La motivation est aussi économique, bien sûr. Et puis le dernier, là aussi, je suis moins convaincu de la vertu écologique, c'est la chasse aux promotions. Le Black Friday a explosé les records, qu'il explose d'ailleurs tous les ans, plus 28%. C'est-à-dire qu'il y a une chasse à la promotion là qui est plus chez les jeunes et qui est souvent de l'achat un peu impulsif et puis très, très Internet. Voilà. Donc malgré les sujets que ça pose sur l'hyperconsommation, etc., on voit bien que ces modes de consommation, donc voilà, discount, seconde main ou occasion, qui est à peu près la même chose, bien recyclé, et puis la recherche de promotion. Donc il y a des comportements beaucoup plus agressifs, beaucoup plus consuméristes, finalement, de la population. Ça, c'est pour les comportements. À propos des secteurs, quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu, du coup ? Là, c'est un peu contre-intuitif, parce que probablement qu'il y a un besoin un peu hédoniste, c'est-à-dire de se faire plaisir aussi dans un environnement difficile. Donc je vous ai dit l'alimentation, ça a baissé, mais à côté de ça, les jeux vidéo, c'est plus 26%. C'est devenu un des budgets loisirs principaux, c'est plus que le cinéma. La vidéo à la demande a beaucoup progressé. Alors le cinéma, lui aussi a progressé, mais il a été doublé par le jeu vidéo. Et ça, c'est des loisirs personnels, individuels, qu'on fait chez soi, mais qui ont pris une ampleur très forte. Et puis, on a une reprise, mais là, qui est probablement due en partie aussi à un sujet de post-Covid. On a une reprise d'environ plus 15% sur les voyages et le tourisme. Donc, il faut en avoir les moyens financiers, c'est sûr. Il y a eu sûrement un effet de compensation des années où ça a été compliqué de se déplacer et cette envie de voir ailleurs. Donc, les dépenses finalement de loisirs, le marché du loisir et du tourisme va plutôt bien. Autre point quand même, santé. La santé, oui. Ouais, santé, plus 10%. Là aussi, il y a des dépenses de santé qui augmentent en nombre. Le panier moyen est relativement stable. Alors, il y a probablement là aussi un effet de vieillissement de la population. On sait que les dépenses de santé, de toute façon, dans les années futures, augmenteront. Donc ça joue beaucoup. L'essence, c'est moins un sujet. Le plein d'essence, je vous l'ai dit, l'énergie, le prix du gasoil ou du litre d'essence ne bouge quasiment plus ou marginalement. Donc c'est moins un sujet. Et on a aussi, ça ce qui est un peu nouveau, il y a eu un boom des dépenses d'équipement de la maison pendant la période Covid, ce qui était assez logique puisqu'on était chez soi et on avait envie que ce soit le plus confortable et cosy possible. Je pense que ça a été globalement fait, que maintenant on est plus sur un plateau. Vous avez évoqué le e-commerce qui semble se stabiliser lui aussi. Oui, alors c'est suivant, évidemment ça dépend des biens, mais c'est aujourd'hui un gros quart des dépenses de consommation française, c'est quand même énorme, parce que c'est relativement nouveau, mais ça se stabilise dans ces, on a un palier, quoi. Dans ces niveaux-là. Voilà, le boom du e-commerce est peut-être nous. Après,
on a maintenant cette complexité entre des achats qui sont quelquefois repérés sur des sites de e-commerce et puis effectués dans la boutique d'à côté. Donc le cross-canal, finalement, est vrai dans tous les domaines d'activité maintenant. Donc c'est moins binaire que ça pouvait l'être à une époque. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis la dernière nouveauté, c'est les moyens de paiement qui changent beaucoup. Le sans contact, aujourd'hui, c'est 6 achats sur 10 qui sont faits en carte bleue sans contact. D'ailleurs, ça ne surprend plus personne maintenant dans les magasins. Et une montée de plus en plus forte des paiements entre guillemets carte, mais sans la carte, avec le mobile, voilà, qui prend une importance extrêmement importante. Et aujourd'hui, moi, je me rappelle les premiers paiements que j'ai pu faire avec mon mobile, tout le monde me regardait comme un geek avancé. Aujourd'hui, ça ne surprend plus personne. Donc, c'est aussi des évolutions des modes de paiement qui sont très, très structurels à la fois, alors pour nous en tant que banquiers, mais aussi pour les commerçants en termes d'équipement et puis de démarche client. La tendance étant que vous ne soyez plus obligé de passer à la caisse, mais quelquefois le vendeur, ça arrive dans certains magasins, il a son petit TPE sur place et puis vous payez comme ça et l'expérience client est bien meilleure. Merci François pour toutes ces tendances. Je retiens en particulier que les dépenses liées aux loisirs progressent, peut-être au détriment de celles du quotidien, et que ce sont les achats de seconde main en particulier qui décollent. 33% de plus pour les articles de mode, par exemple. Innovalet, un formidable accélérateur de business. 50 ans après sa création entre Mélan et Montbonneau, la zone d'activité accueille 350 entreprises, près de 12 000 salariés. Elle n'a jamais été aussi attractive. Son incubateur, le Tarmac, a fait décoller plus d'une centaine de start-up en 10 ans d'existence. Un succès qui pousse à relever maintenant de nouveaux défis. On en parle avec Didier Chaminade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Innovalet. Jérémy Touffu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Tarmac, cet incubateur, et puis également invité sur notre plateau Thomas Bachelard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur scientifique d'une start-up incubée au Tarmac, Drug Optimal. Didier Chaminade, Innovalet créé il y a une cinquantaine d'années. C'était la ZIRS de Mélan à l'époque. Aujourd'hui, c'est Innovalet depuis 2005. Je disais, les chiffres sont impressionnants. 350 entreprises hébergées sur place. Eh oui, exactement. Sur ce qu'on appelle donc une technopole. Donc, ce ne sont pas n'importe quel profil d'entreprise. Des entreprises, à plus de 80% des emplois sont dans des entreprises dites technologiques. C'est un critère d'implantation, on y fait attention, parce que cette cohérence, si je puis dire, constitue un écosystème. J'ai envie de dire un écosystème dans l'écosystème plus large du bassin économique grenoblois. On se conçoit vraiment comme un acteur de ce grand Grenoble. D'ailleurs, sur place, il y a 6 centres de recherche, je crois. 6 centres de recherche, donc répartis sur, alors c'est un peu amusant, mais sur 2 communes, mais qui sont aussi 2 intercommunalités. Donc nous co-animons des missions d'intérêt général, en réalité, au bénéfice et en collaboration avec ces 2 intercommunalités qui ont la compétence économique. Le Tarmac en est un outil, c'est le volet innovation. La mission d'Innovalet, qui est en réalité la technopole, mais aussi une association dont les membres sont les entreprises adhérentes, qui sont présentes sur la zone, et qui mettent en commun des moyens, donc les salariés de l'association, qui délivrent des services à ces adhérents, des services dans la vie quotidienne, des centrales d'achat, des formations, des choses de ce type-là, et puis aussi un travail un peu plus structurel, de fond, en collaboration avec les acteurs du territoire, sur l'attractivité du territoire, les aménagements. Alors, évidemment, les grands sujets, les mobilités, aller et venir, la qualité de vie au travail, l'attractivité au sens large, tant pour les dirigeants que pour les salariés. Oui, Innovalet, ce n'est pas uniquement un lieu d'hébergement, c'est vraiment un écosystème avec des animations, avec des liens qui sont créés, avec un CSE, par exemple. Alors ça peut être commun. Voilà, alors ça fait partie des prestations. Je parlais de centrale d'achat, mais c'est également effectivement une prestation de CSE externalisée. Les grands groupes en sont dotés évidemment, mais pour des PME, c'est peut-être plus compliqué. Voilà, c'est un exemple de service que nous pouvons rendre à nos adhérents. Alors une technopole, vous nous disiez quand même, ce qui peut relier une bonne partie des entreprises qui sont hébergées sur Innovalet, c'est le logiciel, si on dit que c'est le point commun. Oui, alors effectivement, le bassin grenoblois est connu pour ses industries, et notamment microélectronique, industrie finalement lourde en termes de moyens industriels mobilisés.
Sur InnoValley, la carte d'identité, si je puis dire, c'est logiciel et logiciel embarqué. Donc en vilain français, on a envie de dire software et smart technology. On comprend Internet des objets, en fait du logiciel embarqué dans du device. Donc ça ne requiert pas les mêmes moyens industriels, mais on est bien à cheval sur du logiciel et de la fabrication. Beaucoup d'intelligence artificielle dans les centres de recherche. On a par exemple Naver Labs, c'est le centre de recherche en intelligence artificielle du groupe Naver, qui est un très grand groupe coréen, peut-être pas très connu de nos concitoyens français, mais qui est vraiment un acteur majeur en Asie. Bon, pour donner un exemple de la valeur de cet écosystème, avec bien sûr l'université, les grands centres de recherche, CEA, INRIA, l'UGA, qui est très connu avec l'Institut d'intelligence artificielle du bassin grenoblois, etc. Voilà. Donc on a cette technopôle, ce cœur de métier, on va dire, et cette mission qui est aussi d'animer cette communauté, de faire vivre ensemble toutes ces structures. Oui, alors merci de le souligner et de venir sur ce point. C'est la différence, c'est une grosse différenciation d'InnoValley, peut-être par rapport à d'autres zones d'activité. Ça n'est pas qu'une géographie, c'est effectivement une communauté animée. Donc des rencontres entre pairs, partager des expériences. Les entreprises qui s'installent sur InnoValley, elles viennent bien sûr parce qu'il y a le bon bâti, les bonnes conditions. Il y a aussi la chance de pouvoir rencontrer d'autres entreprises qui seront des partenaires, des clients, des fournisseurs. Et ça, c'est animé par l'équipe d'InnoValley. Ce fameux réseau qui est essentiel évidemment au business. Je le disais, une zone d'activité qui a une cinquantaine d'années, qui se trouve face à plusieurs défis. Alors on en a évoqué quelques-uns. Le défi aussi de proposer des nouveaux espaces pour accueillir de nouvelles entreprises. Tout à fait. Alors c'est un des grands défis de notre nouveau plan, de la feuille de route qui se déroule pour nous sur les 4-5 années qui viennent. L'immobilier et, en amont de l'immobilier, les conditions de l'environnement urbanistique, des enjeux sur le plan de prévention des risques d'inondation, nous sommes tout près de l'Isère, des enjeux sur les mobilités, on y a fait allusion, et puis des programmes immobiliers qui sortent dans les 2-3 années qui viennent, entre tout récemment sorti et à sortir, c'est près de 100 000 m² de locaux, des locaux mixtes, du tertiaire, de l'atelier, qui sont prêts à sortir de terre. Donc il faut y attirer aussi des entreprises, des dirigeants et des talents. Bon, et puis parmi les missions d'InnoValley, il y a aussi de mettre le pied à l'étrier, d'incuber des startups, des jeunes pousses. C'est votre mission, Jérémy Touffu. Le Tarmac fête ses 10 ans. Objectif, je le disais, accompagner des startups de l'idée finalement jusqu'à la pré-industrialisation, on peut dire comme ça ? Alors ça va dépendre des projets. Effectivement, on va les accompagner jusqu'à la série A, la première grosse levée, ou une autonomie de marché pour certains qui ont des complexités technologiques moindres et qui leur permettent d'aller plus rapidement rencontrer leur marché. Alors juste, effectivement, notre mission, pour poser un petit contexte, elle est possible grâce au partenariat entre les acteurs publics, donc la métropole de Grenoble et la Comcom du Grésivaudan et l'association InnoValley, qui nous permet dans le contexte d'allier, de formuler une offre très puissante en prenant le meilleur du public et le meilleur du privé. L'idée, c'est que grâce aux acteurs publics, on permet d'avoir une offre très compétitive sur le prix, où aujourd'hui on est quasiment intouchable au coût qu'on présente, et le professionnalisme et la compétence métier du domaine privé, puisque l'équipe du Tarmac vit au rythme et dans le milieu des startups qu'on accompagne chaque jour. Donc ça nous permet de les aider. Alors on verra ce que ça veut dire, cet accompagnement. Juste quelques chiffres, je le disais, en 10 ans, une centaine d'entreprises. 117, exactement. 117 entreprises incubées, ça représente 1 millier d'emplois, 1 millier d'emplois créés. Actuellement, il y a combien de startups au Tarmac ? Donc on va être à 35 startups au Tarmac en permanence, avec un recrutement en continu. Donc on invitera les personnes qui ont des projets à venir nous rencontrer toute l'année. Il y a un comité de sélection tous les 3 mois, c'est ça ? À peu près tous les 3 mois, donc on gère en fonction du flux. Aujourd'hui, on présente à peu près un comité tous les 3 mois qui va réunir tous les acteurs économiques de la zone de Grenoble. Et qui étudie les projets et en particulier leur degré de maturité. Alors, notre capacité à les accompagner, d'une part, leur degré de maturité, qui va être très dimensionnant pour ce qu'on va faire avec eux après, et la cohérence globale du projet qui nous permet d'intervenir rapidement, du coup. Alors, cet accompagnement, ce fameux accompagnement, concrètement, comment est-ce qu'il se traduit ?
Alors, il se traduit de deux manières. Un processus officiel où on va les rencontrer une fois par mois, chaque entreprise, chaque dirigeant, pour faire le point sur leurs besoins, leur état d'avancement, les challenger sur ce qui a été fait d'une manière opérationnelle. Et surtout, ce qui nous permet d'activer rapidement les choses, c'est quelque chose qui se veut plutôt à la carte. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent venir nous voir, notre porte est ouverte, ils peuvent demander des choses, la porte est fermée, on est occupé ou en rendez-vous. L'idée de l'accompagnement, c'est qu'on puisse rentrer de manière très opérationnelle dans les sujets immédiatement. Donc ils savent qu'on est disponible la plupart du temps pour les aider. Ça veut dire qu'il y a des services qui sont directement apportés par le Tarmac et il y a d'autres services que le Tarmac va chercher en compétences externes. Bien entendu, merci de le souligner. Donc on est une petite équipe dans Innovalley et on ne peut pas répondre à tout. Donc on s'est entouré, on profite des 50 ans de réseau d'Innovalley pour avoir toutes les compétences nécessaires autour de nous, proches, sollicitables aux besoins, pour répondre à peu près n'importe quelle problématique que l'entreprise pourrait voir venir. L'incubation dure quoi ? 3 ans, c'est ça ? 3 ans. Et après ? Et après, on essaye L'idée, c'est de les implanter sur la zone d'Innovalley. On peut voir un petit peu le Tarmac comme la fabrique à entreprise d'Innovalley. Et dans ce cas-là, on les suit encore en tant qu'adhérents Innovalley et au même titre que le reste des dirigeants de la zone. Ça nous permet d'évoquer le taux de pérennité, du coup. Oui. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier, puisque sur les 117 startups qui sont nées au Tarmac, on en a 93 encore en activité aujourd'hui, soit 80% sur les 10 ans du Tarmac. Donc, c'est une stat qu'on essaye de conserver, puisqu'on se bat pour la pérennité de nos entreprises. Et donc, sur ces boîtes-là, on en a 79% qui sont des implantations pérennes sur le territoire. Voilà, donc métropole de Grenoble aux communautés de communes du Grésivaudan. Elles sont incubées ici et elles grandissent. Et elles restent avec nous. Parfait. Écoutez, on va donner un exemple très concret maintenant avec une de ces startups qui sont incubées. Juste avant, si Didier, quand même, cet incubateur, il est complété par un accélérateur, ou il sera complété par un accélérateur. Alors effectivement, 2024, c'est l'année où nous entrons pour la première année pleine dans l'exécution d'un programme d'accélération qui s'appelle GATE, alors qui est la suite d'un programme qui avait été à l'époque déployé par une association GATE que nous avons absorbé en fin 2022, début 2023. Ce programme accélère les entreprises. Alors, pour une précision, notre accompagnement n'est pas sur le cœur de métier scientifique et technique. On est bien sur le développement de l'activité, donc le business, le financement, etc. Et précisément, GATE est sur ce terrain-là pour les entreprises qui ont besoin d'accélérer, littéralement, leur développement, que ce soit pour du développement commercial, du déploiement à l'international ou du financement. Nous avons mis en place ce programme. C'est un programme qui fonctionne sur fonds FEDER. Nous avons répondu à un appel à projet, et donc des fonds européens délivrés par la région. Voilà. Alors, j'en étais à cet exemple de start-up hébergé par le Tarmac, l'accélérateur d'Innovalley. Drug Optimal. Thomas Bachelard, vous en êtes le directeur scientifique. C'est une start-up qui a mis au point, alors c'est un peu technique, mais vous allez m'expliquer, tout le monde va bien comprendre, qui a mis au point un logiciel qui permet en fait de détecter les incompatibilités entre médicaments. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une incompatibilité physico-chimique ? C'est tous les problèmes que vont rencontrer les médicaments avant d'arriver dans le corps du patient. C'est un problème qui est connu depuis de très nombreuses années. Le souci principal, c'est que le nombre de combinaisons à prévoir est absolument démentiel. En 50 ans de littérature, on a regroupé à peu près une connaissance sur 7000 couples de médicaments, alors que si on prend juste les paires de médicaments, on est à plus de 160 000 paires possibles. Donc l'idée de Drug Optimal, c'est de dire, tester, ce n'est pas faisable en pratique, du coup il va falloir réussir à prédire. Pour faire ça, on a compilé plus de 22 000 articles scientifiques, on a monté notre propre laboratoire de recherche et développé notre propre modèle de prédiction basé sur de l'intelligence artificielle. Donc c'est l'intelligence artificielle qui détermine si des molécules sont potentiellement incompatibles les unes avec les autres. C'est ce qui va nous aider à le déterminer. Il y a toujours un passage de vérification en laboratoire pour s'assurer de la véracité des informations qu'on donne. Bon, ces incompatibilités, c'est essentiel de les déterminer parce que d'abord, elles peuvent rendre les médicaments inefficaces, au mieux. Au pire, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est ça. C'est-à-dire que les études ont montré que les IPC, c'est 900 risques de décès par jour en France. C'est une augmentation de la durée d'hospitalisation et des complications de 25%. Donc les conséquences pour la santé, c'est énorme.
Les conséquences en termes de temps pour les patients sont aussi, pour les soignants, sont aussi très conséquentes, et les coûts pour les établissements ou pour la sécurité sociale sont aussi très importants. Donc réussir à les prévenir, c'est améliorer toute la chaîne du soin. Oui, et faire de potentielles économies, évidemment, on imagine que le marché est énorme. C'est ça, on se situe à peu près aux alentours de 10 milliards par an dans le monde. 10 milliards en soins gaspillés chaque année. C'est ça. C'est Donc, ça, que effectivement. ce soit en médicaments, en temps de soignants, et on ne parle même pas du coup en vie et en conséquence Bien pour sûr. la santé des gens. Donc c'est un logiciel qui est destiné essentiellement aux soignants, aux infirmiers très concrètement. C'est ça, parce que les infirmiers, c'est le dernier rempart sur la ligne de front de l'administration. Ce sont ceux qui font le geste, et c'est eux qui sont confrontés aux problèmes. Donc notre positionnement, c'est d'être l'allié, le soutien de l'infirmier. Bon, à l'origine de ce projet, de cette idée, c'est un projet d'étude du cofondateur de Drogue Optimale, une start-up qui a été créée en 2022 et qui compte aujourd'hui une dizaine de collaborateurs. C'est ça, fondé en 2022 par Lugan Flachet et Mathieu Gasque. Et Lugan était pharmacien et c'est lui qui s'est rendu compte de la problématique et qui donc a créé Drogue Optimale et lancé ce beau projet. Bon, vous êtes incubé du coup au Tarmac. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça vous apporte le Tarmac? Alors, Jérémy a déjà évoqué tout l'aspect technique. En tant qu'entrepreneur, on doit maîtriser un set de compétences qui est assez vaste. Notre cœur de métier, mais aussi la comptabilité, le légal, le marketing, le financier. Donc sur tout ça, ils vont pouvoir nous apporter les compétences ou nous apporter les bons contacts. Mais ce qu'il n'a pas dit et que nous, on ressent en tant qu'entrepreneur, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un combat. On peut souvent se sentir seul, en difficulté. Et au Tarmac, on a toujours une écoute et quelqu'un pour nous aider parce qu'ils connaissent la réalité du métier. Ça fait des années qu'ils font ça et c'est très précieux. Oui, il y a aussi une ambiance, on ne l'a pas dit, mais il y a des animations qui sont créées, il y a des services, à la fois sur le Tarmac et sur Innovalley d'ailleurs. C'est aussi un lieu de vie. C'est aussi un lieu de convivialité et de vie. Bon, j'en reviens à Drogue Optimale. Première levée de fonds en 2023. Il s'agissait de trouver 500 000 euros. Là, en 2024, vous passez la vitesse supérieure pour accélérer les tests cliniques. C'est ça. Donc, on va lever 2 500 000 euros. On va accélérer notre phase de test clinique pour ce qu'on appelle l'étude médico-économique. Mais on va aussi réinvestir fortement dans la recherche une partie de ces fonds pour pouvoir continuer à avoir notre avance technologique. Bon, objectif en termes de chiffre d'affaires, alors là, au tout début de la vie de l'entreprise. Voilà, on cible 10 millions de chiffres d'affaires en 2027. Parfait, très, très belle. Je trouve que toute la séquence est très enthousiasmante parce qu'on a. Dieu sait, quand on écoute des informations Oui. un peu généralistes, c'est la sinistrose globale. Non, mais ici, on Et est là, optimiste. c'est que des projets de construction, d'avenir, de territoire, d'énergie, quoi, tout simplement. Et je trouve que ça fait un bien fou. Et merci, Christophe, de mettre aussi en valeur ces belles initiatives. Puis on peut souhaiter que dans les 100 et quelques entreprises et les futures, il y a sûrement des futures très belles entreprises et qui sait, je pense que vous avez tous envie de détecter la licorne future, c'est un peu le Alors, oui, déjà eu. Mais effectivement. alors un nom par J'ai- exemple d'une incubation parfaitement réussie dont vous êtes fier. Eh ben, on peut parler de Waga Energy, Eh ben, bien sûr. qui est passé Oui. chez nous, bien entendu, et dont on est très fiers. Il y en a d'autres, des très beaux projets. Donc, on peut parler de Kylie Energy, pour ceux qui nous écoutent, qui industrialisent leurs climatiseurs sans pollution. Voilà, donc si vous voulez vous équiper pour cet été, c'est le moment. Ça vient de chez nous. N-Labs, qui est une belle boîte aussi. Oui, il y en a plein d'autres. Ça donne encore plus Il y de a sens à votre engagement. plein de noms, non, complètement. Beaucoup Ça a beaucoup de qu'on sens. a d'ailleurs accueillis ici. Merci beaucoup Didier, Jérémy, Thomas. Merci beaucoup d'avoir fait un détour par Alpes Décideurs. Merci à vous. Merci. Dernière ligne droite pour le futur grand centre Nerpic à Saint-Martin-d'Air. Le groupe Apsis met la main aux dernières finitions et annonce une ouverture en octobre. Il aura fallu de longues années de procédure et 250 millions d'euros d'investissement pour que cette ancienne friche industrielle se transforme en temple du commerce et du loisir. 115 commerces et restaurants sont prévus. Un peu plus tard, un cinéma. Reportage de Camille Avon. À quelques mois de l'ouverture, les travaux continuent. Le nouveau centre commercial Nerpic situé à Saint-Martin-d'Air devrait ouvrir ses portes à l'automne. Espace industriel à l'origine, aujourd'hui il est transformé en un nouveau lieu de vie entre la ville et le campus. Sur les devantures, les logos des différentes marques sont déjà mis en place.
50 000 m² de surface pour héberger près de 115 boutiques, dont Sephora, Célio ou encore Levi's, mais également des restaurants et même des espaces de loisirs, avec des enseignes inédites. On a un taux environ de plus de 70% d'enseignes qui vont être inédites, donc qui n'existent pas aujourd'hui dans la métropole, qui vont venir s'implanter, puisque c'était aussi dès le départ un point très important de venir en complémentarité du commerce existant, du commerce de centre-ville ou d'un grand place également qui existe déjà. Le centre commercial mise aussi sur des enseignes locales comme Adélaïde Cookie. Ce sont près de 6 millions de visiteurs qui sont attendus par an et la promesse d'un espace dynamisant sans être pour autant énergivore. Plus de 3000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toitures pour alimenter les espaces communs et chaque enseigne. Un chantier qui a commencé il y a près de 3 ans et qui a été confronté à plusieurs contraintes. On a eu le maintien de Espace Vertical, qui est une salle d'escalade bien connue à Grenoble, qui était au milieu du chantier et on a dû réaliser son futur emplacement avant de pouvoir le déplacer pour que les clients puissent continuer à grimper pendant toute la durée du chantier. Donc ça nous a fait prendre un peu de retard sur un des bâtiments où était placé Espace Vertical. Façades végétalisées, plantations d'arbres et d'essences locales sont aussi prévues. Mais ce n'est pas tout, un cinéma viendra compléter ce nouveau centre commercial. Il a été approuvé un peu plus tardivement, ce qui fait que ce cinéma va ouvrir dans une deuxième phase. Donc c'est un cinéma de 6 salles, 1200 places, qui est un équipement qui va être en complémentarité totale, cet équipement culturel de tout le reste, et qui ouvrira à horizon environ deuxième semestre 2026. Au total, ce sont 250 millions d'euros qui ont été investis dans ce projet. Et sur ce nouveau site, le promoteur Apsis annonce la création à terme de 800 emplois et espère attirer 6 millions de visiteurs par an, notamment avec une offre de loisirs étendue. S'il faut attendre un peu pour le cinéma, un complexe accueillant bowling, trampoline, laser game occupera lui près de 5000 mètres carrés. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, François, une question de Johan qui veut savoir ce qu'est un Shadow Comex. Alors, Shadow Comex, 2 mots. Alors, Comex d'abord, on va commencer par le mot français, plus ou moins. Le Comex, dans les grandes entreprises, c'est le comité exécutif. Alors, suivant les structures d'entreprise, souvent il y a un comité de direction qui est assez restreint, et puis un Comex qui est un peu plus élargi, qui regroupe, suivant les tailles d'entreprise, entre 10 et 50 personnes maximum, et qui est un lieu où l'encadrement supérieur, en fait, échange et travaille. Shadow, caché, l'ombre. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le mot, en fait, mais même si c'est le mot usité. Le Shadow Comex, en pratique, c'est l'équivalent d'un COMEX, c'est un groupe de collaborateurs qui réfléchissent à l'avenir de l'entreprise dans des sujets stratégiques et qui est souvent constitué de jeunes collaborateurs, en général moins de 35 ans, là aussi il n'y a pas de règle absolue, qu'on fait travailler aussi sur l'avenir de l'entreprise, sur certains sujets, pour avoir un regard complémentaire, quelquefois différent, quelquefois peut-être un peu naïf, mais qui peut amener des idées nouvelles, voire un peu utopistes, mais qui aident l'entreprise à avancer. Voilà, donc c'est d'avoir cette fraîcheur de l'entreprise. Alors j'aime pas beaucoup le mot shadow, parce que shadow ça voudrait dire qu'il est caché, alors qu'il n'est pas caché du tout. Je pense c'est complémentaire finalement. Il faut que ce soit complètement transparent. La différence majeure, c'est qu'il ne prend pas de décision. Évidemment, ça paraît logique. Par contre, normalement, il doit pouvoir influer sur les décisions, puis remonter des idées. Donc c'est un bon capteur, finalement, de l'énergie et de la jeunesse d'une entreprise. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger François, n'hésitez pas. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Pour fêter ses 20 ans, HRS s'est offert un site à la hauteur de ses ambitions à Champagné. Sur 1,5 hectare, le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène a installé son usine de production et une zone d'essai unique en Europe. Objectif, être un acteur incontournable de la décarbonation des transports et asseoir son leadership en matière de mobilité hydrogène. On en parle avec son directeur général délégué, Olivier Dez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. HRS fête ses 20 ans, je le disais, créé par Hassan Rachedi, dont l'histoire, à elle seule, est un vrai roman. Il est aujourd'hui le PDG d'HRS. Il a débuté avec un simple CAP de chaudronnerie. Tout à fait, oui. Il a créé la société il y a 20 ans à Champsaur-Drac, une société de tuyauterie industrielle qui a travaillé aussi quand même pour
des grandes entreprises de la région, puisque ST Microélectronique, Air Liquide, le synchrotron et tant d'autres, de la microélectronique en passant par la chimie ou l'hydroélectricité. Oui, une belle aventure, on va dire. Ouais, une belle aventure commencée comme tuyauteur dans une chaudronnerie. Donc c'est une belle réussite, effectivement. TSM est devenu ensuite HRS en 2021. Aujourd'hui, combien? 150 salariés? À peu près 150 salariés, voilà. On est à peu près sur le nouveau site, à peu près entre 100 et 120 personnes. Après, on a des gens qui sont déjà déportés, puisqu'on a une activité de service aussi. Mais voilà, à peu près 150 salariés. Des collaborateurs qui conçoivent, produisent, entretiennent des stations de ravitaillement en hydrogène. Qu'on comprenne bien, on connaît les stations à essence pour nos voitures. Demain, on aura des stations à hydrogène. Tout à fait. Voilà. La mobilité qu'on appelle la mobilité hydrogène est une mobilité électrique alternative, on va dire, ou une autre mobilité électrique. Elle a l'avantage de pouvoir avoir des véhicules qui vont être des véhicules à haute intensité, parce que le ravitaillement d'un véhicule hydrogène, aujourd'hui, c'est à peu près 5 à 10 minutes pour faire un plein, pour une autonomie, en gros, de 500-600 km. Donc voilà, donc c'est 10 minutes pour 600 km. C'est aussi des véhicules qui vont être insensibles aux conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'on soit à la montagne, qu'on soit à la mer. On a la même autonomie, donc c'est vraiment un véhicule qui est là pour pouvoir offrir le même usage qu'un véhicule thermique, mais électrique. Alors les stations de ravitaillement que propose HRS, c'est pour tout type de voiture, on est d'accord, les voitures, les camions? On remplit tout type de véhicules. Avec la même station, on va pouvoir remplir des camions, des bus, des voitures, des véhicules utilitaires légers, même des chariots élévateurs, parce que c'est aussi un marché important pour l'hydrogène. Aux États-Unis, si vous prenez les grands noms comme Walmart, Amazon et d'autres qui ont des centres logistiques qui tournent 24/24, souvent c'est des chariots élévateurs hydrogène parce qu'ils permettent justement d'avoir une continuité d'usage au cours de tous les shifts. Alors ces bornes de rechargement par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec l'essence ou le diesel, c'est pareil, il y a plusieurs pistolets. Tout à fait, donc pour l'utilisateur, c'est vraiment la même chose. Vous arrivez à la borne, vous avez une borne avec des pistolets, vous branchez le pistolet sur la voiture, vous appuyez sur un bouton et après c'est tout automatique, c'est la station qui gère le remplissage et une fois, donc après 5-6 minutes, vous pouvez débrancher votre pistolet et repartir. Bon alors HRS conçoit et crée et produit ces fameuses stations. Le coût d'une station, c'est entre 1 et 3 millions d'euros. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme une station-service. Ça va dépendre la capacité, le nombre de véhicules que vous pouvez recharger en parallèle. Aujourd'hui, on est, je dirais, dans une phase d'accélération ou d'augmentation des capacités des stations. Mais aujourd'hui, nous, on a 2 types de stations. Donc, une première station qu'on appelle HRS 14, qui a une capacité de 14 kg par heure. Et ça, c'est à peu près 1,3 million. Et on va installer les premières stations qu'on appelle une tonne jour, mais chez nous, HRS 40, qui sont à peu près pour 2,9 millions. Et l'avantage, c'est que ces stations HRS 40 sont le minimum qui est requis aujourd'hui par la réglementation européenne dans le déploiement justement de ces infrastructures sur les grands axes routiers. Bon, on comprend qu'on est au tout début d'une révolution de la décarbonation de nos mobilités. HRS aura l'avantage d'avoir été un des pionniers. Tout à fait. Ça, effectivement, ça donne un avantage concurrentiel important. HRS a été introduite en bourse en février 2021 après une levée de fonds de presque 100 millions d'euros. Il s'agissait à ce moment-là de se donner les moyens de s'imposer très vite comme un acteur incontournable sur ce secteur émergent, comme je le disais, et aussi de financer la construction d'un tout nouveau site à Champagny. Reportage. Il serait pour certains l'énergie de demain. L'hydrogène, un gaz qui permet de transporter de l'énergie, est envisagé pour devenir l'une des alternatives aux énergies carbonées d'aujourd'hui. Cette molécule qui ne rejette que de la vapeur d'eau réduirait près d'un tiers des émissions à effet de serre liées au transport. Pour l'entreprise HRS, fabricant de stations de ravitaillement d'hydrogène, cette énergie semble prometteuse. Aujourd'hui, l'entreprise construit près de 180 stations par an, dont 100 stations qui sont déjà implantées en Europe, un chiffre qui devrait augmenter. Et aujourd'hui, avec les plans comme le fameux Fit for 55 qui a été mis en place par l'Europe, avec la volonté de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre, il y a un enjeu pour développer, déployer 700 stations à hydrogène en Europe à l'horizon 2030.
Installé à Champagné, HRS produit des stations d'hydrogène pour plusieurs types de véhicules, poids lourds, bateaux ou encore trains. L'année dernière, en France, près de 550 véhicules roulaient à l'hydrogène. Cette énergie peut être produite à partir de sources fossiles, mais également de sources plus vertes, comme l'eau. Pour construire ces stations, le processus est long. On a plusieurs îlots qui composent la station. Donc on a une compression, un stockage haute pression, etc. Et donc en fait, on assemble toutes ces parties et après on réalise des tuyauteries, donc spécifiques hydrogène, et des tuyauteries soudées pour de l'eau glycolée qui refroidissent la station. Et tous ces ensembles en fait sont intégrés dans un container. Et ce container après il est installé chez le client. Il faut près d'1 mois à l'entreprise pour produire une station d'1 tonne jour. Avant d'être installées, elles sont testées. Mais pour des raisons de sécurité, pas d'hydrogène, mais bien de l'azote et de l'hélium. L'azote-hélium, c'est ce qui se ressemble le plus au niveau des particules de l'hydrogène. Donc c'est ce qu'il y a de plus léger. Et donc nous, pour nos tests en interne, c'est moins dangereux d'utiliser de l'azote-hélium que de l'hydrogène qui est extrêmement explosif. Aujourd'hui, l'entreprise veut également s'implanter aux États-Unis. Olivier Dez, ce nouveau site, il a coûté 30 millions d'euros. Je le disais, 10 000 mètres carrés dédiés à la production industrielle, dont 2 000 mètres carrés pour une zone d'essai qui est unique en Europe. En quoi elle est unique ? Ah oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, aujourd'hui l'hydrogène et la mobilité hydrogène est quelque chose qui est, alors on va dire ancien, puisque avant les années 2000, déjà les constructeurs développaient des solutions de piles à combustible, mais qui est nouveau dans le sens où c'est en fort déploiement aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir accompagner cette accélération, pour pouvoir développer nos produits, on a dédié une zone, donc on appelle la zone d'essai, 2000 m², sur lequel déjà on va garder tous les premiers de série de nos produits. Ce qui va permettre après de pouvoir faire déjà de valider le produit, de faire de l'amélioration continue, et aussi de pouvoir accueillir des programmes de recherche et développement. Aujourd'hui, on a 2 programmes de recherche et développement qui sont financés dans le cadre des projets européens. Un pour accélérer la vitesse de remplissage des véhicules lourds et un deuxième sur des compressions alternatives, puisque c'est aujourd'hui, comme il a été dit dans le reportage, les 2 enjeux d'une station, c'est comment je comprime l'hydrogène et comment je transfère l'hydrogène rapidement dans le véhicule. Et pour transférer l'hydrogène rapidement dans le véhicule, il faut le refroidir, parce que l'hydrogène a la mauvaise idée de se réchauffer quand on la comprime, mais quand on la déplace rapidement. Bon, alors la R&D, vous le disiez, c'est évidemment le cœur de chauffe de l'entreprise. 35 personnes sont dédiées à la recherche et au développement. Vous évoquiez aussi cette accélération qui est fulgurante pour HRS, puisqu'on évoquait 150 collaborateurs aujourd'hui. Vous étiez 30 en 2021. Une accélération en termes de chiffre d'affaires aussi. Un chiffre d'affaires en 2021 de 11 millions d'euros, aujourd'hui de 30 millions d'euros et de 85 millions d'euros prévus dans les 2 ans qui viennent. Tout à fait. Non, ça c'est vraiment... L'enjeu aujourd'hui pour HRS, c'est comment j'accélère et je structure et je deviens de plus en plus performant. On le voit avec ce nouveau site, justement, cette possibilité d'accélérer, puisqu'on a une capacité aujourd'hui d'atteindre 180 stations par an, ce qui ne paraît pas beaucoup en termes de chiffres, mais il faut voir qu'au cours des 10 dernières années, on a installé un peu moins de 150 stations dans toute l'Europe, que les plans européens prévoient à peu près 1000 stations à l'horizon 2030. Donc voilà, avec cet outil, on est capable de répondre aux besoins. Puis on a déjà l'ambition de s'agrandir sur la zone, puisque on a une réserve foncière qui va nous permettre aux besoins de s'agrandir. Donc vraiment une vision d'accélération et puis des équipes vraiment mobilisées aujourd'hui, vraiment avec une envie de faire, d'avancer. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut réaliser, comme vous l'avez dit, cette évolution de chiffre d'affaires. Bon, on parle beaucoup de production. L'avantage, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne de valeur, puisque vous allez de la conception de ces stations jusqu'à la maintenance, en passant par leur production, leur installation, leur mise en route. Tout à fait. Aujourd'hui, chez HRS, on a décidé d'intégrer complètement, maîtriser en tout cas toute la chaîne de la station hydrogène. Donc, comme vous le dites, de la conception, la production, l'installation sur le site du client, le démarrage, puisque là, il y a toute la partie mise en gaz et validation des performances. Ça rassure le client, évidemment. Voilà. Mais derrière, il y a aussi toute la station. Elle n'est pas là pour durer 2 ans ou 3 ans. Elle est là pour durer à peu près 10 ans. Donc, on accompagne aussi notre client en termes de service avec des équipes qui sont dédiées, avec de l'astreinte et avec, on l'a vu dans le reportage, une salle de supervision
qui permet, parce que nos stations sont connectées, donc qui permet à distance de pouvoir suivre et accompagner notre client dans l'opération. D'ailleurs, cette part de la maintenance dans l'activité va devenir stratégique aussi en termes de profit pour l'entreprise. On est d'accord. Aujourd'hui, elle est déjà stratégique parce que ça fait partie aussi de l'image d'HRS. Mais oui, à terme, la maintenance sera aussi, en termes de revenus récurrents, une partie très importante. Bon, on a parlé des 150 collaborateurs qui sont hébergés en grande partie sur le nouveau site de Champagny, un site plus grand, plus confortable, plus efficace à la production, mais aussi important pour la qualité de vie au travail. Vous les bichonnez quand même. On essaye, oui. Alors moi, j'aime bien cet exemple. Le restaurant d'entreprise, alors... il est quasiment gratuit, on va dire. Et puis la carte est quand même proposée, gérée par un chef étoilé, Christophe Haribert. Bon, c'est pas mal. Non, c'est très bien. À midi, je pense que les gens vont manger, en tout cas avec enthousiasme. Évidemment. Bon, il y a une salle de sport aussi. Enfin, on voit que la qualité de vie au travail est essentielle. Vous parliez de collaborateurs motivés, mais enfin... On veut que les collaborateurs viennent travailler chez HRS avec l'envie de venir travailler. Voilà, c'est vraiment, il faut qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font. On est dans un métier où on a aussi un impact important sur la décarbonation de notre environnement. Donc on a aussi l'envie de bien faire parce que c'est l'avenir aussi de notre planète. Et donc tout ça, avec les conditions de travail, l'environnement, on veut que nos employés soient motivés, mais viennent aussi avec l'envie de travailler. Et l'équipe de production qui travaille aussi sur 4 jours, une semaine de 4 jours. Alors voilà, on a décidé de passer l'usine à 4 jours par semaine. Donc les salariés travaillent 34 heures, payés 35 sur 4 jours. Parce que c'est pareil, on veut que les gens soient productifs, mais on veut aussi que les gens aient une vie à côté. Donc c'est aussi la volonté de leur offrir ce cadre de travail. Bon, petit coup d'œil quand même sur l'avenir. On le voit, le marché potentiel est considérable. Il est aussi considérable à l'international. Et vous posez déjà des jalons. Alors en Europe, évidemment, mais plus loin, peut-être aux États-Unis demain. Tout à fait. Aujourd'hui, HRS, c'est déjà des stations en Espagne et en Angleterre et en Allemagne. Je pense que rapidement, on va se déployer au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est ça. Voilà, parce que c'est une géographie aujourd'hui qui est très demandeuse de décarbonation et d'énergie verte. Et puis bien sûr, le marché américain, qui est quand même un marché aujourd'hui qui a l'air de se développer très fortement, en plus avec l'IRA qui a été mis en place par les États-Unis, très incitatif justement pour déployer ces énergies vertes. Et donc oui, HRS, je pense qu'on peut le dire, d'ici 6 à 12 mois, on aura des bureaux aux États-Unis pour justement commencer à adresser ce marché américain. François, l'avantage concurrentiel d'être un pionnier, on le voit bien là. Oui, et puis bien sûr, mais il y a plusieurs réflexions. D'abord, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale, et ce que vous faites, c'est l'environnement, c'est aussi les salariés. Et puis au moment où on parle beaucoup de réindustrialisation, moi je suis un petit peu sceptique sur certaines relocalisations de produits à basse valeur ajoutée. Par contre, on voit bien que quand on a une vraie valeur ajoutée technologique, etc., du coup on peut localiser et non pas relocaliser. Et je suis assez convaincu que l'avenir de l'industrie française, c'est justement sur ces entreprises à valeur ajoutée qui créent des emplois pérennes et à grande qualité, et qualité de vie aussi pour les collaborateurs dans les territoires. Donc c'est une grande chance et encore une grande fierté, je crois, pour la région d'avoir des entreprises comme celle-là. Ouais, je voulais dire quand même que la RSE, c'est quand même quelque chose qui vraiment vient de notre président, qui a toujours eu à cœur à donner des conditions de travail le plus favorable possible à ses employés. Même avant, quand il y avait 30 personnes, c'était pareil. C'est vraiment une volonté de sa part. Olivier Dez, merci beaucoup d'être venu nous parler d'HRS et de ce potentiel de développement qu'on devine. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci François Codet. Merci. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur notre site internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.